Déjà, mon énorme conviction et pourquoi je suis là, c'est parce que le sport joue un rôle immense, en fait, dans la transformation des imaginaires. Et les sportifs, c'est si tu prends tous les gens connus en France, nés entre 1950 et aujourd'hui, 70% de ces gens connus, c'est des sportifs. Donc si tu veux parler d'un changement de société, pour moi, on est obligé de passer par les sportifs. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Avez-vous déjà eu l'occasion de discuter avec une éco-aventurière ou un éco-aventurier ? J'ai eu cette chance il y a quelques mois maintenant, lors de l'événement Les Étoiles du Sport qui se déroulait à Tignes en décembre dernier. À cette occasion, j'ai pu rencontrer et tendre mon micro à Mathieu Wittvoet. Mathieu est un aventurier, un éco-aventurier. Il mêle à la fois le défi sportif et l'enjeu écologique. Il y a quelque temps, il a notamment traversé le lac Titicaca à la nage, aux côtés de 2 compagnons, l'athlète paralympique Théo Curin et la vice-championne olympique Malia Metella. Dans cet épisode, Mathieu nous raconte comment lui est venue l'envie de devenir éco-aventurier, en quoi cela consiste et pourquoi, selon lui, il est nécessaire de transformer les imaginaires grâce au sport. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous invitera à rêver. De mon côté, je me sens extrêmement chanceuse d'avoir pu rencontrer tant de sportifs et sportives inspirants lors des Étoiles du Sport. Bonne écoute à vous. Salut Mathieu. Salut. Ça va ? Ça va très très bien. Je suis ravie de te recevoir au micro de Basilic. Aujourd'hui, on va parler d'aventure, d'éco-aventure. Je vais t'inviter à te présenter, puis après on plongera dans le vif du sujet. Avec plaisir. Du coup, je m'appelle Mathieu, j'ai 28 ans et je suis éco-aventurier. Ça consiste en fait à promouvoir la protection de l'environnement à travers la médiatisation et l'émotion que peut susciter une aventure sportive. Donc d'associer à chaque fois un défi sportif à un enjeu environnemental, c'est assez large. Est-ce que tu t'intéresses à différents sujets, climat, biodiversité ? Oui, je me suis en fait au début intéressé sur le sujet des déchets plastiques en faisant en fait un tour du monde en vélo sur les solutions face aux déchets plastiques. Donc là, j'avais 22 ans, je suis parti avec mon cousin et on a identifié 300 projets à travers le monde et on a rencontré les 30 plus inspirants. Donc ça peut autant être des bioplastiques en Indonésie que la ville de Kigali, qui est la plus propre d'Afrique, que le recyclage des plastiques dans les favelas au Brésil. Et ça nous a ouvert beaucoup de sujets et des plastiques. J'ai affiné en fait un petit peu le sujet en me consacrant, en rentrant sur le mégot, avec l'association Zéro Mégot que j'ai co-créée. Et après, d'autres sujets, mais en tout cas, ça a été mon prisme au début, ça a été les déchets. Et finalement, après, l'économie circulaire et en particulier le mégot. Puis j'imagine qu'au fil des années, tu t'es aussi ouvert à d'autres sujets parce que quand on commence à se renseigner, on se rend compte qu'il y a plein d'autres sujets dont on n'avait pas forcément connaissance. On a envie de parler de tout. Et au risque aussi de perdre les gens. Parce que c'est des sujets qui sont très complexes. Il y a quand même 9 limites planétaires. Sur chacune des 9 thématiques, on pourrait passer des années rien qu'à réfléchir. Donc mon parti pris, ça a été plutôt de me concentrer sur un truc très précis pour déjà moi pouvoir le comprendre, pouvoir en parler et être à l'aise avec ça. Et puis derrière, pour identifier et flécher les bons comportements à avoir pour passer vers quelque chose de plus positif. C'est ce que j'allais souligner parce qu'à travers chacune de tes actions, tu délivres quand même des messages, donc ça implique d'être très renseigné sur le sujet. Comment tu t'y prends ? Est-ce que tu travailles en amont avec des scientifiques, par exemple ? Tu lis des rapports, tu lis de la presse spécialisée, n'importe. Effectivement, je peux prendre un exemple sur le sujet des mégots. En fait, je suis tombé sur un article qui dit que le premier déchet dans les océans, c'est le mégot, le premier déchet plastique. Mais moi, ça m'a interpellé parce que j'ai fait 1 an de voyage sur les plastiques et je n'en ai jamais entendu parler. Et du coup, c'était un sujet complètement nouveau. Donc la première chose qu'on a faite avec l'équipe,
avec qui on s'est créé. Donc c'est ma chérie, mon frère. Au début, c'est ce noyau-là. C'est la technique des 50 cafés. Et là, on va en fait voir une personne qu'on identifie un peu comme experte sur le sujet. On lui pose plein de questions. Et à la fin, on lui demande qui sont les 2-3 autres personnes qu'on pourrait rencontrer. Et de fil en aiguille, comme ça, on se crée un peu un réseau. Et on comprend dans les univers différents, donc dans les entreprises, dans les ONG, quels sont un petit peu les discours avec lesquels nous, on est à l'aise, quels sont les chiffres sur lesquels il y a du débat, quelles sont les actions qui sont les plus positives à promouvoir. Et donc, ça prend un peu de temps, mais ça nous permet, avec cette pluricité d'avis, de bords différents, de créer notre propre conviction et du coup, notre propre légitimité aussi. Donc en fait, tu pars davantage d'un sujet et ensuite tu décides du défi sportif à relever. Ça dépend vraiment. Il y a les 2 portes d'entrée. Parfois, on peut avoir les 2 idées en même temps. Dans le cadre du mégot, on est parti de l'idée du mégot. Et puis, dans une soirée de canicule à Paris, dans un petit appartement, j'arrivais pas à dormir. Et je me suis dit, mais en fait, descendre la Seine à la nage, est-ce que ce serait possible ? Et j'ai regardé, donc il était 2h du mat, je sors mon portable, je regarde, 386 km, c'est impossible de nager ça, tu vois. Et finalement, je me dis, ouais, mais en relais, ça pourrait être possible. Et en plus, qu'est-ce que j'aime la dynamique de relais, tu vois, c'est collectif, il y en a un qui va pas bien, l'autre se relève, c'est vraiment la collaboration dont on a besoin aussi comme compétence. Donc globalement, là, ça a été d'abord la thématique. Et puis après, dans une nuit de canicule comme ça, l'idée, quoi. Et après, ça s'est concrétisé puisque ça a eu lieu, cette descente de la Seine à la nage. Pourquoi le sport ? Est-ce que tu penses que tu as plus de retombées médiatiques quand tu relèves un défi sportif et ensuite c'est une bonne porte d'entrée pour aussi sensibiliser les gens qui peut-être ne s'intéressent pas forcément à ces sujets-là de prime abord ? Ouais, en fait, on a besoin, je trouve, d'histoires, de raconter des histoires. Si moi je dis à mes potes de ne pas acheter leur mégot par terre, justement, ils vont me dire t'es relou, tu vois. Par contre, si je leur raconte toute une histoire, je leur dis mais attends, on a nagé 380 km pour le faire. Eux-mêmes, en fait, on va toucher une autre partie de leur cerveau, la partie un peu irrationnelle, la partie émotionnelle, tu vois, quand ils vont avoir suivre cette émotion qui va être beaucoup plus forte. Et on le voit avec les médias. Si demain je me mets à collecter des mégots en bas de chez moi, il n'y a aucun média qui vient. Et puis d'un coup, si je fais une aventure, il y a M6, il y a BFM TV qui mettent ça dans leur JT. Et un enjeu qu'on a eu aussi, c'était que nous, on vit nos aventures un peu seuls, tu vois, seuls à bord, seuls en train de nager. Donc, on s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on peut embarquer des gens qui sont aussi moteurs là-dedans. Et donc, le jour du départ, on a organisé le record du monde de collecte de mégots. Donc là, tu avais 1200 personnes qui, un samedi matin, se sont levées à 10h pour collecter pendant 3 heures des mégots. Et là, pareil, l'idée du record du monde, en fait, on s'en fout. Collecter 855 000 mégots à Paris, c'est plutôt triste. Mais derrière, ça fait venir les médias, ça fait parler du sujet. Et ça met un petit message dans les consciences, tu vois. Donc c'est un peu l'objectif aussi d'embarquer les autres dans ce qu'on essaie de faire. Tu parlais d'action collective tout à l'heure, mais en fait c'est une action collective assez globale, c'est pas uniquement avec des sportifs, c'est au-delà du relais sportif, puisque tu as embarqué des éco-citoyens, des citoyens. Ouais. Alors récemment, tu as vécu une aventure assez folle. Je t'ai entendu à la radio pour cette aventure-là, je ne sais plus sur quelle radio, France Inter ou France Culture, pour raconter un peu ce que vous avez fait. Vous avez traversé le lac Titicaca à la nage. Comment c'est possible? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est décidé? Et vous étiez 3, vous étiez un trio hyper complémentaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure? C'est vraiment une aventure de dingo, quoi. Ouais, j'imagine. Ça part de l'idée du plus jeune du trio qui s'appelle Théo Curin, qui est un nageur paralympique, qui, suite à un changement de catégorie dans les critères des Jeux paralympiques, se retrouve avec des gens qui ont ou leurs bras ou leurs jambes, sachant que lui, il est quadri-amputé, donc il n'a pas de bras, pas de jambes. Donc impossible d'être compétitif. Et dans cette phase un peu... où il se sentait vraiment pas bien, quoi. Il a réfléchi avec son agente Anne à un nouveau défi, un truc qui n'avait jamais été fait, qui pourrait être fait à plusieurs. L'idée, peut-être avec le recul, la mauvaise idée, je sais pas, mais ça a été traverser le lac Titicaca, qui est un lac à 3800 mètres d'altitude. Donc l'altitude, ça fait qu'on a déjà 40% moins d'oxygène, donc en termes d'effort, c'est plus important, qui fait plus de 110 km de long, dans une eau à 12 degrés.
Et vu que c'était pas assez compliqué comme ça, l'idée c'était de le faire en autonomie. Donc en tirant un radeau dans lequel on va dormir et manger la nuit ou quand on peut plus nager. Et ça c'était du coup en octobre-novembre 2021. Et donc ça, c'était son idée. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décroché son téléphone, il t'a appelé. Après, en fait, donc, il cherchait des nageurs qui sont pas encore en activité ou nageuses, qui portent certains engagements. Et donc, il a tout de suite pensé à Malia. Et parce que Malia, elle est vice-championne olympique. Et elle est plus en activité. Et puis, elle a toujours cette énergie qui est bouillonnante. Et moi, on ne se connaissait pas, mais j'étais coach TEDx à l'époque. Parce que j'avais eu la chance d'en faire moi-même plusieurs. Et le thème, c'était voir le monde à travers ses mains. Je me suis dit, tiens, Théo, comment est-ce qu'il voit en tant que nageur le monde, et puis, entre guillemets, sans les mains. Donc, je le contacte et je me présente un petit peu. Il me dit, mais attends, viens, on déjeune ensemble, on parle de la conférence. Mais on n'a pas du tout parlé de la conférence. Il m'a dit, tu connais le lac Titicaca? J'ai dit oui. Tu penses quoi? J'ai dit, elle est très froide. Et puis, comme ça, après, c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Et il m'a vraiment dit que lui, il n'y connaissait rien en fait sur l'écologie, mais qu'il voulait porter ce sujet. Et du coup, je trouvais ça touchant parce que je me suis dit, par rapport à un autre nageur, tu vois, c'est quand même une aventure à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on peut essayer de construire quelque chose de positif pendant un an de préparation pour aussi essayer d'avoir un impact à travers ce défi qui, pour le coup, a une ampleur internationale et des retombées médias qui sont énormes. Ouais, hallucinante. C'est intéressant qu'il se dévoile finalement, qu'il n'y connaît rien à l'écologie et d'avoir quand même envie de s'y intéresser. J'imagine que ça a donné lieu à de belles discussions pendant votre traversée. Exactement. En fait, même pendant la traversée, on était plus concentré sur le défi en lui-même. Mais pendant les 1 an et demi de préparation, c'est sûr. Et c'est pas encore quelque chose de gagné, en fait. Je dirais pas que Théo et Malia, maintenant, c'est des boss de la transition. Personne ne l'est vraiment aussi. Non, personne ne l'est. Après, tu as des niveaux de conscience différents. Et en même temps, c'est vraiment ça qui est intéressant, tu vois. C'est que c'est des gens, à la base, ils ont qu'une conscience de ça. Et c'est normal, c'est pas du tout leur boucle, leur univers. Et petit à petit, voilà, maintenant, ils en parlent. Ils ont un peu quelques enjeux en tête. Ils savent ce que c'est qu'un bilan carbone. Ils savent ce que c'est que le bilan carbone du défi Titicaca. Ils savent que voilà, la gourde vaut mieux la prendre. Mais parfois, il y a des oublis et c'est humain et c'est normal, tu vois. Mais j'ai trouvé ça très, très fort de la part de Théo d'embarquer ça, quoi. Complètement. Vous avez calculé le bilan carbone de votre événement, de Exactement, votre défi. ouais. On a fait un travail assez monstrueux parce qu'on a calculé tous les zooms, tous les posts sur les réseaux sociaux, tous les cagoules de néoprène, les trucs, toutes les dotations, etc. Et de toute l'équipe. Et qui revient, donc sur 1 an et demi de préparation, ça fait quand même 97 tonnes de CO2. C'est énorme. C'est beaucoup. Même pour moi, c'est beaucoup trop. Sachant qu'on doit être à 2 tonnes par personne par an. Quand tu dis toute l'équipe, c'est vous trois ou plus d'autres personnes? En fait, il y a nous trois. Il y a aussi le coach, les 2 coachs, pardon. Il y a le photographe. Il y a l'agente qui est venue aussi. Donc tous les... puis même tous les déplacements. Alors, entre guillemets, on n'aurait peut-être pas pris le scope 3 parce que si un journaliste de TF1 est venu, je me souviens plus si on l'a inclus. Si, en fait, je crois qu'on l'a inclus, ouais. Donc c'est intéressant, justement, d'avoir ce scope 3 dans tout ça parce que du coup, on parle des vraies émissions. Et de mémoire, on l'a inclus. Et donc c'est beaucoup, c'est plus de 10 fois moins l'empreinte d'un seul athlète sur les JO qui dure 2 mois et pas 1 an et demi, donc outre la préparation. Donc, par rapport à d'autres athlètes, c'est moins. Mais l'idée, c'est plus de se dire de ce chiffre qu'on ne connaissait pas avant. Déjà, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place avant, en amont? Donc, une des grosses actions, ça a été autour du radeau. Construire un radeau de zéro, ça aurait été tellement plus simple, en fonction de nos besoins, de tout ça. Mais on est parti sur le bateau de Plastic Odyssey. Le bateau test, du coup, qui est un vieux Tornado récupéré, qui, du coup, a sa 3e vie, qui vivait dans un garage et qui nous a permis d'éviter presque 2 tonnes de CO2 en faisant ça. Donc ça, c'est sur l'amont. Voilà, il y a d'autres trucs qu'on a fait sur les repas végétariens, le covoiturage. Et puis sur l'aval, parce qu'une fois qu'on a découvert ce bilan, on s'est rendu compte qu'une grosse partie était le transport. Et là, on a vraiment regardé les options, mais c'était pas compatible avec la performance qu'on voulait faire. Pas à ce stade.
Et là où on s'est par contre amusé, entre guillemets, c'est qu'on n'avait pas compris que tout le matos qu'on avait, ça allait être 30% de notre bilan carbone. Donc matos, c'est la tente, les sacs de couchage, tous ces trucs-là. Et là, on a créé une Expeditech dont l'objectif est de prêter à notre famille, nos proches, nos amis, tout le matos qu'on a aujourd'hui. Donc c'est moi qui l'ai à Annecy. Dès que quelqu'un veut l'utiliser, il m'envoie un petit message et il peut le prendre. Et ça évite à tous ses potes d'acheter un filtre à eau quand ils partent 2 semaines quelque part ou quoi. Donc c'est assez rare de faire un bilan carbone parce que c'est un budget, du temps et tout ça sur une aventure. Mais on espère qu'avec les bases qu'on pose un peu, on peut nous-mêmes mieux comprendre comment orienter différemment nos aventures plus tard. Et puis d'un autre côté aussi peut-être inspirer d'autres personnes à travers la transparence, se mettre un peu à nu et dire on a essayé de faire plein de trucs. Là je parle que des trucs pour limiter notre impact négatif, on a fait aussi d'autres trucs, plus dans le côté positif. Mais c'est un exercice qui, moi en tant qu'éco-aventurier, est essentiel pour comprendre plus tard comment orienter mes aventures. Et on est justement aux étoiles du sport en ce moment. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter alors de ce bilan carbone, de ton aventure? J'imagine que oui, mais de ce bilan carbone avec d'autres sportifs, est-ce que tu as l'impression qu'on est à un tournant dans le monde du sport où on essaie de réfléchir un peu différemment, voir ce qu'on pourrait proposer, les alternatives qu'on pourrait imaginer? Déjà, mon énorme conviction et pourquoi je suis là, c'est parce que le sport joue un rôle immense en fait dans la transformation des imaginaires. Et les sportifs, c'est si tu prends tous les gens connus en France, nés entre 1950 et aujourd'hui, 70% de ces gens connus, c'est des sportifs. Donc si tu veux parler d'un changement de société, pour moi, on est obligé de passer par les sportifs. Et les sportifs véhiculent ça de façon émotionnelle. Tu vois, les gros sponsoring, c'est aussi chez les sportifs. Donc ça montre aussi les changements de comportement. Et du coup, d'être ici aux étoiles pour parler de ces sujets, moi, je suis hyper fier et content d'être là pour pouvoir parler de ça avec des athlètes qui ne sont pas du tout sensibilisés là-dessus. Dans le cadre de leur sport, on leur a très rarement parlé de ces enjeux-là. Et je suis bluffé par leur curiosité, par les questions qu'ils posent et par les qualités des réflexions qu'ils commencent à avoir. Ils ne sont pas encore dans l'action, mais on a fait tout un atelier où je leur ai fait imaginer leur sport dans un championnat du monde en 2050. Donc, climate workout là, alors ça, c'était pas ça. C'était pas ça, c'était autre chose. C'était un autre truc que j'ai testé aujourd'hui. Mais là, c'était mardi. On a testé... on avait 3 heures avec les Nike Corson. Et ensemble, on leur a fait réfléchir à leur championnat du monde en 2050 dans un monde qui respecte l'accord de Paris. À quoi ça ressemble? Donc, il y aura plus de fans qui viendront de l'autre bout du monde. Oui, il y aura des circuits facilités en train. Oui, il y aura de la mobilité douce. Et c'est trop bien parce qu'en fait, eux-mêmes, ils deviennent acteurs de ces solutions. Ils proposent, ils en parlent, ils l'ont pitché après. Et j'étais bluffé parce que certaines propositions, c'est les mêmes que Valérie Masson-Delmotte. Mais ils le disent avec leurs mots. Et on n'est pas encore dans l'action, mais on est déjà dans un élan. Tu vois, il y a un rêve. Et je trouve qu'on a besoin de rêver. Moi, en tout cas, tous ces défis, ça part d'abord de l'envie de rêver. Et du coup, je pense que le sportif, la sportive peuvent nous faire rêver d'un avenir souhaitable et potentiellement changer un peu les règles de leur sport. Complètement. Et alors ce climate workout, ou je ne sais plus le nom, l'intitulé. Aujourd'hui, j'ai testé un truc de dingue que je testais pour la première fois. C'est une fusion en fait entre Koh-Lanta, de la Zumba et la fresque du climat, dont l'objectif derrière, c'est vraiment d'aller sensibiliser, mais à travers le jeu. Sensibiliser, mais à travers c'est des épreuves, etc. Et puis derrière chaque exercice, bam, tu as un petit chiffre clé à apprendre sur la transition écologique. Et l'objectif, c'est de former des animateurs un peu partout en France qui peuvent, à travers le sport, embarquer en fait, des gens et pas que des gens convaincus. Donc c'est une activité que tu aimerais reproduire ailleurs ou qui soit reproduite ailleurs? Ouais, j'aimerais vraiment qu'elle se diffuse si le format est pertinent et que ça marche. Et aujourd'hui, il y a 3 personnes à la fin de l'atelier qui m'ont dit tiens, est-ce que moi je pourrais l'animer? Je suis prof de PS, tu vois, moi avec les scouts. En fait, je trouve ça extraordinaire, tu vois. C'est des athlètes qui savent pas comment parler du sujet. Et là, tu fais un truc fun, ludique, et ils viennent spontanément vers toi te dire est-ce que je pourrais l'animer? Je trouve que c'est d'une puissance fantastique. Et donc le format évoluera au fil du temps, mais ma vision, c'est vraiment qu'on puisse outiller, tu vois, des milliers d'animateurs en France pour pouvoir embarquer des gens de cette façon. Génial.
Et qu'est-ce que tu leur as partagé comme chiffre, un exemple au hasard? Eh ben, un exemple au hasard. Tiens, je peux faire un petit quiz pour toi. On va voir si tu es calé. Quel est le premier secteur quel est le secteur qui met le plus d'émissions CO2 en France, à ton avis? Ah, en France, Ouais, transport? ouais. Bonne réponse. Le transport. Notamment là, c'était que le transport en plus terrien à 21% d'après l'INSEE. Et voilà, donc du coup, c'est un peu d'avoir les ordres de grandeur. Sur ça, l'autre exemple, c'était quel est le bilan carbone moyen d'un Français? 10 tonnes, enfin entre 9 et 11. Ouais. Et à combien est-ce qu'on devrait être? 2. Tu vois, 2. Et après, on a fait tout un jeu sur l'alimentation. Donc, c'est une infographie qui montre entre un panier flexitarien et un panier normal, standard en France, à prix équivalent. Comment est-ce que tu peux augmenter la qualité des nutriments que ça t'apporte et la qualité écologique, en fait? Et ça vient complètement casser l'idée reçue que flexitarien, c'est pas bon pour la santé et flexitarien, c'est plus cher. Donc l'idée, voilà, c'est qu'ils sortent avec quelques clés comme ça. Et vu qu'on active en fait une mémoire qui est visuelle parce qu'ils voient le dessin, kinesthésique parce qu'ils font du mouvement, auditif parce qu'il y a de la musique, et on crée aussi de la répétition, derrière, on va essayer d'ancrer en fait ces quelques connaissances de façon plus forte. En plus, là, tu as évidemment choisi que des sujets qui sont en lien avec leurs activités, parce qu'en tant que sportif, vous avez quand même des gros enjeux autour du transport et de l'alimentation. Le transport, d'ailleurs, alors toi, tu disais tout à l'heure, imaginer le monde de 2050. Toi, tu les imagines comment, les compétitions sportives en 2050? En 2050, en fait, la vraie question, c'est... Ou est-ce qu'il y en aura encore? C'est ça. En fait, est-ce qu'il y en aura encore? Parce que vu l'ampleur des enjeux, 2050, c'est dans 30 ans, tu vois. Vu les projections qu'on a en ce moment, ça va être compliqué. Et souvent, le sport est dépriorisé dans les enjeux de crise, en fait. Mais moi, j'y crois, en fait, vraiment, parce qu'il a tellement quelque chose de puissant à apporter. Et tu vois, mes parents ont vécu 4 ans en Afrique du Sud. Alors, pas à l'époque de l'apartheid, mais du coup, j'ai été aussi bercé par ces récits. Tu vois, la puissance d'une Coupe du Monde de rugby pour unir les nations. Tu vois, je trouve que une nation, c'est extrêmement puissant et ça montre qu'en fait, sur plein d'autres sujets, ça peut aussi galvaniser. Et ce sera probablement un sport qui sera peut-être très différent de celui qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on se concentrera sur non pas le type de sport, mais plus sur l'environnement. Tu vois, est-ce que demain, ce sera pas du ski, mais on pourra vivre à travers un autre sport qui existera, les mêmes sensations qu'on peut avoir, d'une façon différente, tu vois, pas forcément en se déplaçant sur place. Mais c'est sûr que le sport tel qu'on l'imagine aujourd'hui n'aura pas sa place dans un monde, quand le sport, comme la Coupe du Monde au Qatar notamment, n'aura pas sa place dans un monde juste en 2050. Il n'a pas sa place aujourd'hui dans un monde juste, mais le gros curseur pour moi, ça va être les inégalités. Et ma crainte, c'est qu'on finisse un peu comme Hunger Games, tu vois. C'est-à-dire que tu as un match de foot dans une arène, tout le monde qui regarde ça via des écrans avec des fan zones pourries et qui retourne à la mine. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment ma dystopie, quoi. Oui, complètement. Parce que le sport, il a quand même ce côté, tu le disais, de rapprocher, mais de connecter aussi. On a envie de voir les sportifs et les sportives, on a envie de passer du temps pendant qu'ils sont en pleine épreuve à côté d'eux. Toi, tu suis un peu des sports, ouais? Est-ce que je suis des sports? Moi, j'adore le ski. Okay. J'adore suivre le ski, et après, sans suivre des sports en particulier, c'est toujours un plaisir pour moi d'aller applaudir des sportifs qui passent à Annecy, tu vois, qui courent ou qui font du vélo ou de la nage ou peu importe en fait. Mais je trouve qu'il y a quand même une émotion qui se dégage, et je vois chez les fans de sport ce que ça peut procurer. J'imagine que ce sera difficile de s'en passer, et je pense que c'est hyper important d'avoir cette connexion-là, et notamment avec les jeunes. Donc s'ils arrivent à faire passer les bons messages, c'est encore mieux. Est-ce que tu as des défis prochainement à relever, défis sportifs et écologiques? Ouais, mon défi du moment, ça va être de diffuser le Climate Workout, en fait. Parce que là, on a un format que j'ai testé aujourd'hui, du coup, que j'aimerais améliorer, et puis derrière, embarquer plein de gens, en fait. Et je trouve que c'est un rêve aussi fort pour moi que d'aller traverser le lac Titicaca, de me dire est-ce qu'on arrive à sensibiliser 1000, 2000, 1 million de personnes, tu vois, à travers cet outil. Et voilà, ça me fait rêver. C'est complètement différent comme défi.
C'est physique, mais pas que. Et ça se trouve, en cumulé, on aura, je sais pas, le record du monde de burpees, des trucs, voilà, Et marrant. on en aura peut-être même dans les écoles et tout, ce serait top. Ouais, mais c'est ça qu'on va viser, quoi. Des gamins qui pourraient pas faire des fresques, par exemple, ou des gamines qui sont pas forcément hyper sensibilisés là-dessus. Ouais, c'est un bon moyen. Trop bien, génial. Merci Mathieu pour cet échange très inspirant. Et ben merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.